Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le vendredi 23 janvier 2015. Juste encore une petite vidéo assez rapide j'espère pour vous, pour répondre pas forcément à une question, mais en ce moment je reçois, je suis saturé de mails ou de messages privés où on m'envoie des photos d'une affiche avec ce qui serait des armes ninja. Donc je vois de tout, Naginata, Yari, Shen, Arc, Kuzari, et les gens me disent, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait que je prenne comme arme, qu'est-ce qu'il faut que j'achète, est-ce que vous connaissez une adresse où on peut acheter un bon sabre ninja? Il faut pas avoir peur. Vous voyez, l'arme est par définition la matérialisation de la peur. Donc, un Dalai Lama du XVIe siècle avait dit, quand on a découvert la patience, on a vaincu tous nos ennemis. C'est-à-dire quand on a la paix intérieure, quand on est patient, quand on s'occupe de l'ici et maintenant, on ne se projette pas dans le futur, et on ne voit pas des ennemis partout, et on n'a pas peur sans arrêt de se faire attaquer. Passer sa vie à manipuler des armes, à collectionner des armes, je ne parle pas des musées d'antiquité, hein, je dirais c'est pas psychiatrique mais presque, c'est-à-dire que pour moi le gars qui a besoin d'un fusil à pompe près du lit pour pouvoir dormir, s'ils se sont rassurés que quand il a un fusil c'est qu'il a pas compris vraiment un petit peu, je dirais, ce qu'est la vie, ce qu'est l'échange, ce qu'est la vie en société. Je dirais qu'il n'est pas connecté, ou s'il est connecté c'est pas au bon réseau, d'accord? Donc essayez de trouver la paix, essayez de vous rassénérer, de vous calmer. Ne m'envoyez pas sans arrêt des images avec des chaînes, des couteaux, des trucs comme ça en me demandant qu'est-ce qu'il faut prendre, voilà, pour se sentir bien. Je vais juste vous donner une petite anecdote. Il y a un papy ce matin qui a été arrêté par des gendarmes, j'ai vu ça sur France Info. Il avait envoyé un coup de fil à sa femme en disant quelque chose, parce que m'attends pas, je pars pour la Syrie. Il s'est fait, comment c'est possible, je ne sais pas, hein, il s'est fait arrêter sur la route, bloqué par les gendarmes, le coffre ouvert, tout ça, puis ils ont trouvé une petite hachette, pardon. Bah oui, ce petit papy, en cette saison, il allait à la Syrie pour faire couper son bois, pour mettre dans sa cheminée. Voilà. Et quand au téléphone, il a dit « Je pars pour la Syrie », je vous laisse deviner comment c'est possible que ça a pu être capté, comment les gens lui ont tombé dessus, comment ils l'ont localisé. Donc s'il vous plaît, arrêtez de me demander des adresses, des sites internet pour vous procurer des armes. D'abord, je m'en fiche, ça ne m'intéresse pas du tout. Et puis, j'aimerais quand même vous lire un petit texte. Alors quand ce sont des mails qui viennent, enfin des messages qui proviennent des gens du Takamatsu-den, Bujinkan, Genbukan, Jinenkan, c'est grave. C'est grave parce que ça veut dire qu'ils ne connaissent pas les écrits de Takamatsu Sensei. Quand ce sont des gens qui ont grandi avec Naruto, qui ont vu des films américains, ou même des films ninja, japonais ou des années 60, ils confondent ningu et arme ninja. Hein, le ningu, c'est le matériel qu'avait sur lui le ninja, quand il était déguisé en moine, quand il était déguisé en paysan, quand il était déguisé en quoi que ce soit pour pouvoir voyager. Hein. N'oubliez pas que tout le monde ne pouvait pas se promener comme ça librement à travers le Japon. Donc il fallait des sauts de conduite pour franchir les Han, pour franchir les provinces. Et certaines personnes comme les moines itinérants, les komuso, les yamabushi, les moines zen, pouvaient partir en pèlerinage, et voilà, donc. Et c'était vraiment des déguisements qui passent partout. Alors là, ils n'avaient pas de sabre, hein. Ils n'avaient pas de chaîne, ils n'avaient pas de grappin, ils n'avaient pas de ça, donc s'il vous plaît, ne confondez pas le ningu, j'ai pas voulu vous amener l'image, mais le ningu, hein, c'est quoi cette ningu du ninja, Nanahode?
Vous connaissez tous, hein, bon, vous avez tous les déguisements possibles, et grâce à ces déguisements possibles, vous avez, par exemple, s'il est déguisé en paysan, ben, il va avoir une faucille qui va transformer en grappin. S'il est déguisé en moine, et ben, dans son bâton, il va y avoir aussi une cordelette avec une boule de plomb pour pouvoir enrouler autour d'une branche, pour pouvoir grimper, pour pouvoir observer. Voilà, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus parce que vous avez ça dans le livre de Guillaume Lemanien qui explique très bien ces principes-là. Dans mon livre, je ne parle pas d'armes parce que tout simplement, c'est pas du tout basé là-dessus, c'est basé sur la préparation physique. Pour moi, la meilleure arme, c'est la préparation physique et psychologique et spirituelle, hein, d'accord, hein. Si vous méditez, vous êtes calme. Si vous résistez au stress, vous êtes bien endurant, hein. Il n'y a pas de problème. Si vous voyez une foule qui arrive vers vous avec des machettes, c'est pas avec votre fusil à pompe que vous allez descendre 300 personnes. Donc, si c'est pour vivre dans un blocos au fin fond de la campagne, avec 200 cartouches, 600 boîtes de conserve, ce sont les conserves qui vont vous tuer. C'est pas tous les ennemis qui viennent de je ne sais où dans votre tête, c'est pas eux qui vont vous tuer, c'est votre isolement, c'est vous qui allez devenir fou. Et puis vous allez crever de je ne sais trop quoi, de saturnisme, de manque de vitamines, vous voyez, par exemple, du scorbut, parce que vous avez bouffé pendant des mois des boîtes de conserve où tout est surcuit, surcuit, stérilisé, il n'y a pas un pet d'enzymes ni de vitamines. Et puis vous le refaites cuire, etc. Donc voilà, vous voyez, je rebondis toujours sur l'alimentation parce que l'ennemi pour le moment c'est votre ignorance en matière alimentaire, excusez-moi, mais là je ne peux pas lâcher ça, quoi. Votre ignorance en matière physiologique, votre ignorance en logique, hein, aucun animal ne fait cure d'aliments, et dans la nature on ne voit pas des animaux qui ont des caries, des cancers, voilà, ils travaillent avec leur patrimoine génétique. Okay. Donc, il faut une bonne résilience, hein, au stress, bien s'adapter, le lâcher prise, pas de projection trop dans l'avenir, hein, ici et maintenant c'est ce qui est le plus important, c'est là où se trouve l'énergie, c'est là où se trouve ce dont vous avez besoin pour respirer, pour penser, etc. Et pour vous inspirer. Alors je veux, pour les gens du Takamatsu-den surtout, je voudrais simplement, je pense que ça vient de History and Tradition de Maître Hatsumi, je ne suis pas certain, mais il me semble que ça vient de là, parce que c'est un très vieux texte que j'ai retrouvé en recherchant justement des renseignements sur les ningus et sur les armes ninja. Donc c'est un livre qui s'appelle Le matériel de combat du ninjutsu. Alors déjà la traduction française, matériel de combat, vous avez matériel et vous avez combat. Moi je dirais plutôt, je pense que le terme original c'était le ningu, hein, matériel ninja. Je dirais plutôt le matériel de mission, hein, nécessaire de mission du ninja. Ceci dit, on va parler des armes. C'est un texte assez long, je voudrais vous en dire qu'une petite partie. En termes plus simples, hein, donc c'est un petit résumé, le travail du ninja consistait à encourager subtilement et furtivement les choses. C'est-à-dire à pousser les choses dans la direction qui pouvait amener à la paix, qui pouvait amener à éviter une guerre. Hein. Je vous donne directement ce que Maître Hatsumi m'a dit. Aller dans le sens que la voie qu'il avait supposé être la meilleure qui soit. Et la meilleure qui soit, c'est jamais aller faire la guerre, jamais faire une guerre civile, jamais aller tuer des gens. On est d'accord? La première voie, c'est le dialogue. Sur Odensho, de l'école Togakure, qui relate le but et la finalité même du ninjutsu, mon maître Toshitsugu Takamatsu dresse la liste des devoirs et responsabilités, des priorités qui incombent aux ninjas formés au Togakureryu des générations qui ont précédé. D'accord? Je vous en lis quelques-unes, ça va être un peu long, mais c'est vraiment très important. La reconnaissance secrète, donc l'exploration discrète, reste la principale contribution du ninja à la victoire. Il devrait se déplacer en passant inaperçu dans la région d'influence, terrain de prédilection de l'ennemi, afin de récolter les informations utiles concernant les forces et les faiblesses de celui-ci. Je vous conseille d'écouter. Hein. S'y échappant, de manière à n'avoir signalé son passage, ni soupçonné sa présence. Ni signaler son passage, ni soupçonner sa présence. Il rejoindra ses alliés, muni de tous les renseignements nécessaires au déclenchement d'une attaque et relatifs au lieu et moment opportun, qui laisseront plus tard l'ennemi abasourdi par le fait que l'attaque s'est déroulée en survenant à leur point le plus faible.
Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, le ninja est un agent de renseignement qui donne le maximum d'informations à son commanditaire pour éviter un maximum de pertes humaines et pour que la guerre dure le moins, ou la bataille dure le moins longtemps possible. Minimiser les dégâts, optimiser donc l'efficacité d'une attaque ou d'une contre-attaque. Les motivations du ninja restent la recherche d'une justice universelle et d'un équilibre pacifique. Il ne doit jamais se servir de ses capacités de haut niveau, ni de ses pouvoirs pour se contenter d'une protection personnelle ni en tirer des profits qu'inspire l'avidité. La famille, la communauté, la terre natale, le sens de la convenance, voilà ce qui doivent correspondre, à quoi doivent correspondre ces actes, et non pas à la recherche de la puissance ou de l'argent, ni aux obligeances politiques, c'est-à-dire chercher le pouvoir politique, et encore moins à la recherche du sensationnel, de l'aventure ou de la violence. Donc oubliez le ninja cagoulé, je balance une grenade, je rentre dans la salle, je mitraille tout le monde à coups de shuriken ou de sarbacane. S'il vous plaît, sortez de cette image. Et si vous rentrez dans un dojo et qu'on vous dit, bah, c'est ça les ninjas, 1 heure de sarbacane, 1 heure de lancer de shuriken, on va grimper avec une cagoule, à moins que ça soit vraiment un dojo, un centre culturel reconnu par des instances universitaires, ou, voilà, comme de recherche, de reconstitution, voilà, historique. Faut arrêter, quoi. Est-ce qu'on cherche à tester du matériel, essayer de comprendre comment les ninjas utilisaient leur matériel pour grimper, pour creuser, pour écouter, pour retranscrire? Ou est-ce qu'on croit qu'on va devenir invincible en faisant ça, quoi? J'imagine les types, ils partent à la guerre avec une sarbacane et un bâton, quoi. Je veux dire, s'il vous plaît. Je passe sur d'autres passages. Son travail est d'atteindre, le travail du ninja est d'atteindre ses buts en ayant d'autres actions secrètes en dehors de ses propres volontés. Illusion, manipulation psychologique pour détourner, feu ou explosif pour distraire l'attention, équipement spécial du ninja, drogue ou produits chimiques, excréments d'animaux ou plantes de toutes sortes, sont tous des matériels que l'on utilise en coulisses des événements politiques qui feront plus tard l'histoire. C'est-à-dire que tout ce que fait le ninja, c'est influencer. C'est influencer de façon que l'histoire reste, vous savez, la paix, qu'on garde l'harmonie au Japon. Il ne déclenche pas des guerres, il les évite. Hein. Seul dans des cas extrêmes, le ninja exposera vraiment sa puissance en prenant part à des actions directes ou en tuant un homme, en tuant des hommes. Mais c'est vraiment dans des cas extrêmes. C'est pas le cas du genre je vais être pris, il peut se laisser prendre. Surtout si c'est pour rentrer dans la prison et faire un plan de la prison, savoir où sont les prisonniers, faire des moulages de clés, vous voyez. C'est pas forcément le type qui mitraille pour sauver sa peau, en sachant bien qu'une fois qu'il est repéré, il a raté sa mission. En se rappelant les observations de Sensei Takamatsu sur les enseignements des grands maîtres de la famille Toda, dans le Togaku-ryu, il apparaît très vite que les récits décrivant les ninjas comme des meurtriers professionnels, à l'esprit criminel et au cœur froid, ne sont que des exagérations grossières qui déforment la véritable histoire du Japon. Même pas des ninjas, qui déforment la véritable histoire du Japon. Certainement, le Japon des siècles précédents a eu son lot d'assassins, de traîtres et de saboteurs, qui ont imité les traits physiques du ninja pour une tâche quelconque contre espèces sonnantes. Contre de l'argent, il y a eu des bandits qui ont pris des costumes et qui ont utilisé des techniques ninja pour pénétrer dans des maisons, pour voler, pour tuer, pour ce qu'on veut. Mais ce n'est pas le travail du ninja. Ce sont des copycats, vous voyez, ce sont des gens qui copient pour faire accuser les ninjas. Dans le guide moral et spirituel de la direction d'une école de ninjutsu ou d'un clan important, de toute manière, ces gens désespérés ne sont que l'ombre du véritable ninja japonais. Et en tout cas, ne nous concernent pas de quelque façon que ce soit. C'est Takamatsu Sensei qui dit ça. À cause de l'ancien rôle tenu par les ninjas en tant que conseillers, je répète, le rôle des ninjas, en tant que l'ancien rôle tenu par les ninjas en tant que conseillers, éclaireurs,
consultant aux forces en présence de cette période, savoir-faire en matière d'espionnage, d'évaluation psychologique et de pouvoir occulte, sixième sens, c'est-à-dire divination, prémonition. Je vous l'ai expliqué dans mon livre, hein, Les secrets des ninjas, édition Lulu. Ils ont pris une importance capitale lors des stratégies de combat sur les champs de bataille. Donc les ninjas ont une importance capitale pour la suite des événements, pour comment ça va se dérouler sur un champ de bataille, hein, puisqu'ils vont minimiser le nombre de pertes aussi bien chez l'ennemi que chez leurs alliés. Bien que les ninjas historiques soient célèbres en tant que combattants accomplis et perfectionnés, la nature de leur travail est telle qu'ils n'ont pas à s'engager à s'autoprotéger. Ils n'ont pas besoin de s'autoprotéger. Cela signifie que leurs missions furent automatiquement réduites à néant s'ils sont découverts. Un ninja qui se promène et si quelqu'un l'attaque et qui commence à sortir un sabre, ça y est, il est découvert. Excusez-moi si je ressasse, mais j'ai pas l'impression que c'est encore bien compris. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va tomber par terre, il va rouler, il va se faire prisonnier, il va s'échapper par la suite, voilà. Pour cette raison, les armes du ninja sont habituellement considérées comme des mesures de dernier recours en cas de défaillance, et ne ressemblent pas, comme c'est dans le cas du guerrier samouraï, aux significations anciennes de l'efficacité. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas, de l'utilisation si vous voulez, on n'utilise pas forcément les outils du ninja en tant qu'arme, mais des moyens pour s'échapper, pour grimper, pour creuser, vous voyez, pour scier des barreaux, pour découper, on enlève une tuile, on découpe le plafond et on rentre à l'intérieur du faux plafond, on appelle ça des soupentes. Hein, En règle générale, bon, le matériel du combat ninjutsu possède comme qualité habituelle la compacité, l'usage multiple. Il vaut mieux avoir un outil qui sert à plusieurs choses que plusieurs outils qui ont une seule utilisation. À l'instar des armes finement ouvragées du samouraï, les outils du ninja furent le plus souvent des effets utilitaires, détournés dans des magasins souterrains. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on prend une arme samouraï, un outil de jardinage, et on le détourne de son utilité primaire, hein, c'est-à-dire on va prendre par exemple une griffe pour griffer le jardin, hop, on va redresser un peu les griffes, on va les mettre un petit peu à égalité, on va les scier, et on va avoir un kumade qui va nous servir à grimper dans un arbre ou sur un toit. Voilà, c'est un des exemples. On va prendre une ancre de bateau, de barque, hein. Hop, on va l'adapter pour pouvoir en faire un grappin, un kaganawa, pour pouvoir grimper pareil sur un toit. La grimpe, c'est énorme, hein. C'est de la grimpe dans le milieu ninja, c'est pour ça que je prends toujours l'exemple, si vous n'êtes pas capable de supporter votre poids, vous ne pouvez pas dire que vous faites du ninjutsu. Il faut pouvoir grimper. C'est parce que vous avez un fusil à pompe que vous allez pouvoir grimper sur un toit pour vous sauver. Hein. Longévité et robustesse furent leurs qualités essentielles, et les considérations esthétiques furent abandonnées au profit du pragmatisme et de l'économie. Donc, un ningu, un objet, hein, utilisé par les ninjas, le plus pragmatique possible, le plus solide possible, et surtout multifonctionnel. Multifonctionnel comme par exemple le kunai, qui sert à peu près à tout. Les applications techniques faisant rentrer l'utilisation des armes de combat de ninjutsu comportent les mêmes jeux de jambes, de déplacement, dynamique, corporelle et concepts de l'énergie qui sont enseignés dans le même système de combat, à main nue, taijutsu des ninjas. C'est-à-dire, si vous faites du Togaku-ryu, eh ben, les techniques de combat que vous feriez avec vos armes ou vos objets, elles sont basées sur les techniques de combat du Togaku-ryu, du taijutsu. Si vous faites du Shinen-Fudo-ryu, si vous faites une autre école d'art martial, eh ben vous allez vous déplacer, vous allez pouvoir utiliser vos armes, vos outils en tant qu'armes à la façon de l'école que vous pratiquez. C'est ce que j'ai déjà expliqué. Chaque clan ninja avait une ou deux ou trois écoles qu'il utilisait pour apprendre à se défendre, ou parce que ça se transmettait de père en fils. Mais il ne partait pas avec un kaginawa et une faucille en disant je vais faire du Togaku-ryu, du Kukishin-ryu, puis je vais me battre comme ça avec ces armes-là. Ça n'a aucun sens. Je ne vois pas le rapport avec l'espionnage. On est d'accord. Le but est d'amener l'ennemi au sol, le but du combat, et d'amener l'ennemi au sol le plus rapidement possible, le mettre KO si possible, c'est-à-dire créer un coma, hein,
un évanouissement, on appelle ça. Le poids du corps en tant qu'additif supplémentaire à la puissance pour les frappes avec armes doit avoir un effet de percussion au lieu d'un effet blessant ou tranchant. Hein, vous voyez ça dans certains films, pas trop mauvais, où la personne, même le samouraï, hein, le guerrier moyen, il va prendre son sabre avec son fourreau, il va donner un coup de fourreau, hein, ou un coup de pommeau, bam, pour faire évanouir la personne en lui donnant un coup dans le plexus. Hein, c'est le principe du Boshiken, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Donc, c'est pas moi qui le dis, encore une fois, c'est l'enseignement de Toda, Shoryuken Masamitsu, transmis à Takamatsu Sensei, transmis à Maître Hatsumi, qu'il a écrit dans un livre, un des premiers livres qu'il avait fait sur la tradition et l'histoire des ninjas. Donc arrêtez s'il vous plaît de m'envoyer des demandes, est-ce qu'il faut un wakizashi, est-ce qu'il faut des chaînes, qu'est-ce que tu penses si je fais ça et ça? Non, si vraiment vous avez besoin d'une arme pour vous sentir bien, je pense qu'il faut pratiquer la méditation, il faut manger moins de choses sanguignolantes, hein, arrêtez avec vos steaks tartare et des choses comme ça vous fait faire des cauchemars et quand vous vous réveillez, vous avez envie de tuer. Ouais, donc arrêtez de... Vous avez peur, s'il vous plaît. Trouvez la paix, rassénérez-vous, pratiquez la méditation, voilà, en pleine conscience, la concentration sur le souffle, la respiration de la paix, hein, Seishin, faites du Kototama, faites ce que vous voulez, mais je vous en prie, trouvez la paix, priez si vous voulez, mais ne cherchez pas forcément voilà, à chercher des armes, sortir en ville avec des couteaux. Vous voyez, ce que j'ai encore entendu ce matin, c'est que la société qui fabrique des pare-balles en France vendait 900 pare-balles par an. Et là, en 15 jours, elle a eu 700 commandes. Vous voyez, vous voyez le climat dans lequel on est. Ma petite pub, le 28 février, du 28 février au 1er mars, en fin de compte ça fait qu'un week-end, je serai au Palais des Sports à Valence. Non pas pour faire un sketch, hein, non pas pour faire un monologue, hein, un one-man show, pour faire un stage. Donc la première journée entièrement basée sur les énergies, si possible non-stop, amenez quand même des jus de fruits, des fruits à manger si vous voulez. Mais on va essayer de faire ce qu'on a fait à Saintes, 7h, 8h non-stop de travail d'énergie. Là, je crois que c'est 10h à 18h, quelque chose comme ça. C'est pas trop long hein, pour voir toutes les techniques du haragei, de l'ancrage, de la respiration seishin, du katsuden undo, du yayama, des 5 tibétains, enfin toutes les techniques qui peuvent vous permettre à concentrer vos énergies, à les faire diluer, à les activer, à les reconcentrer, etc., etc. On travaillera comme ça pendant toute la journée s'il faut. Et le lendemain, travail du bâton et travail de la self-défense. Le bâton étant l'objet que vous pouvez avoir avec vous. Et si vous arrivez à faire des immobilisations, ou comme disait Takamatsu Sensei, à faire des collapses, des évanouissements avec le bâton, voilà, vous arrivez à vous défendre sans blesser, sans tuer, sans faire couler du sang. Voilà. Un tout petit dernier mot, aux petits rigolos qui surveillent mon site, Le Monde des Arts Martiaux, et qui portent plainte à chaque fois que j'essaye de faire la publicité pour mon stage du 28 février au 1er mars au Palais des Sports à Valence. Bah écoutez, ça sert à rien de toute façon parce que les gens sont au courant, et le temps que vous arriviez à faire, à dénoncer je ne sais trop quoi, que cette affiche elle n'est pas conforme au statut Google, etc. Il y a déjà 4000 personnes qui sont déjà touchées. Hein, donc si on a 30 personnes au stage, ça suffit très très largement. Donc ne perdez pas votre temps, hein, ça ne sert strictement à rien. Si vous pensez, parce que vous avez créé dans votre tête des dojos de ninjutsu, des diplômes de ninjutsu, des je ne sais trop quoi, et que vous prenez pour des maîtres, ou vraiment, arrêtez, un, vous n'êtes pas japonais, deux, vous êtes reconnu par rien du tout, par personne, s'il vous plaît, perdez pas votre temps, vous y ferez enlever mes trucs, moi je le recommencerai par derrière d'une autre façon. Hein. Donc moi j'ai que ça à faire en ce moment, je fais beaucoup de publicité, je m'entraîne, j'essaye de toucher un maximum de personnes, de répondre à un maximum de personnes par téléphone, par mail, par message privé, directement sur ma page Facebook, parce qu'on est dans un monde vraiment
d'ignorance totale. Voilà. Donc j'essaye, après 40 ans de recherche, d'incessante vérité, n'oubliez pas. Hein, c'est vrai que la vérité, ça intéresse personne, c'est gratuit, vous ne gagnez pas d'argent, vous gagnez de l'argent en faisant peur. C'est pour ça que les gens ont eu 700 commandes de gilets pare-balles entre 400 et 800 € le gilet pare-balles. Voilà. Donc la peur fait la fortune de l'immobilier qui va augmenter, des marchands d'armes. Vous êtes dans un club de tir, vous allez avoir le double ou le triple de personnes qui vont s'inscrire en ce moment. Donc moi je suis vraiment désolé de tout ça. Tant mieux pour les copains qui font du tir, mais je suis vraiment... Ouais, parce que là, ça, vous voyez, Maître Deshimaru disait... Il ne faut pas aller dans les groupes bokeh. Je ne cite personne, hein, mais les groupes bokeh. Les groupes bokeh, c'est des groupes qui émanent des énergies négatives. Hein, si vous êtes seul, vous, bien dans votre tête, et vous dites, tiens, je vais aller faire un peu d'airsoft, un peu de tir, ou un peu de tir à l'arc, ou un petit peu de parcours du combattant pour travailler mon cardio dans tel club de close combat, ou tiens, pourquoi pas aller faire de l'art martial dans un club de je ne sais quoi, je ne veux pas citer, parce qu'il y en a des bons, hein. Et vous tombez sur un groupe où les types ils sont complètement parano, tatoués de partout, crâne rasé. J'ai rien contre les crânes rasés et tatouages, mais c'est un exemple, hein, c'est vraiment, j'exagère, ne soyez pas vexés pour ça, où les types ils ont des propos haineux dans les vestiaires pendant l'entraînement et tout ça. C'est ce qu'on appelle un groupe bokeh. Ça veut dire que vous êtes bien dans votre tête, vous dites tiens quand même je vais faire un petit essai, je suis un peu inquiet, je me laisse un petit peu emporter vers l'inquiétude et le stress et l'angoisse générale qui émanent un petit peu en cette société là en ce moment, et vous allez vraiment vous faire bouffer toutes les énergies. Et c'est vous qui allez devenir, c'est pas vous qui allez les rassénérer, hein, c'est pas vous qui allez les convaincre 30 à 40 personnes à venir faire du zen, c'est vous qui allez devenir aussi parano qu'eux. Alors quel que soit le groupe, hein, ça peut être très bien, ça peut se trouver n'importe où, hein, dans une station-service, ça peut être dans un bar, ça peut être dans une boîte de nuit, ça peut être n'importe quel groupe de discussion, conférence, tout ça. Vous pouvez tomber sur des gens qui sont en majorité négatifs, donc c'est des gens qui vont pomper l'énergie aux peu de gens qui sont positifs. Écoutez, essayez de passer 3-4 heures dans un supermarché, en ce moment, voilà, c'est pareil, vous allez voir qu'il y a une majorité de personnes qui sont inquiètes, hein, surtout les personnes âgées, et qui vont vous pomper votre énergie. Alors c'est normal, hein, c'est un échange, mais vous allez voir, vous allez être complètement épuisé. Voilà. Donc, voilà, rassénérez-vous, prenez l'air, hein, faites pas comme moi ce matin, j'ai dû marcher 3 heures dans une température en dessous de 0, donc c'est bien, vous voyez, c'est-à-dire au départ ça vous tonifie. Et puis là j'ai l'impression que d'ici 10 minutes là je vais avoir sommeil complètement, j'ai fait tomber épuisé, parce que c'est vrai que le corps il essaye de garder le sang dans les organes principaux vitaux, hein, le cœur, les poumons on va dire, les intestins, et puis vous marchez, donc vous emmenez le sang à l'extérieur, en périphérie, plutôt pas à l'extérieur, en périphérie, dans les muscles, et là bon, vous êtes en conflit, et c'est vrai que c'est très épuisant pour le cœur, hein. Vous pouvez avoir un désamorçage de la pompe, hein, cardiaque. C'est pour ça que quand vous êtes dans un igloo et que vous avez froid, vaut mieux mettre une bouillotte sur le ventre et sur le cœur que essayer de vous chauffer les mains et les pieds, parce que vous allez désamorcer. Donc tout le monde sait que les gens qui font un apurna, tout ça, bon, ils sont déjà au courant qu'ils vont à un moment sacrifier leurs orteils, hein. Ils n'ont pas intérêt à vouloir chauffer les pieds à ce moment-là, hein. Voilà. Donc 28 février, 1er mars 2015, à Valence, inscrivez-vous, parce que c'est par rapport au nombre d'inscriptions qu'on va pouvoir me payer les 8 heures ou 10 heures